Bien, merci de votre invitation. C'était aussi pour moi l'occasion de revoir toute une carrière pratiquement et de la réévaluer aussi parce que ça m'a permis de reprendre des textes anciens, des choses qu'il m'a fallu retrouver. Hein. Mais voilà ce que je vais vous livrer. Alors, voilà. Alors, en guise d'introduction, je voudrais dire un certain nombre de choses. Si on se place d'un point de vue anthropologique, l'institution scolaire et ses acteurs sont au centre d'un dispositif qui est essentiellement dédié à l'information. À l'information parce que le travail scolaire, les connaissances qui s'y acquièrent sont transmises à travers des actes de parole, à travers des phénomènes de communication, hein, que sont les documents de travail que l'on confie, que l'on donne aux élèves, les instructions, que ce soit des commandes orales, que ce soit des commandes écrites. De toute façon, il y a un système de communication qui veut laisser des traces. Hein. La question de la trace est une question essentielle en information, hein, puisque c'est à partir de la trace que peut se construire du sens. Et il y a donc à la fois sous la forme de mémoire, mais sous la forme de traces matérielles, hein, tout un processus qui est un processus de traitement de l'information dans les phénomènes d'enseignement. Donc, on le voit, le système de formation, l'institution scolaire a pour mission de transmettre des connaissances, de faire accéder à la culture, c'est-à-dire de transmettre un certain nombre de choses qui sont acquises dans la société aux nouvelles générations. Hein. Je crois que ce phénomène de transmission au sens global du terme, parce qu'on pourrait discuter sur la notion de transmission quand il s'agit de savoir qu'est-ce qui se transmet entre des élèves enfin entre des profs et des élèves. Mais en tout cas, il y a globalement, on va dire, un phénomène de transmission, et là, c'est l'objet de l'école. Et puis, il y a un deuxième objet qui est parfois minoré dans la vision de la culture, notamment dans la vision anglo-saxonne, c'est le fait que l'école a pour but aussi de permettre à l'écolier, à l'apprenant, de tenir sa place dans le fonctionnement de la société. Hein. Et ça, en France, ça fait partie, on va dire, presque de l'école depuis que la République s'intéresse à l'école. Hein, et ça remonte pratiquement dès la Révolution, même si dans le siècle qui a suivi, c'est une question qui a été plus ou moins bien traitée. Mais en tout état de cause, dès les premiers actes de la Révolution, la question d'école est posée et de la formation des citoyens, afin que ces citoyens puissent tenir leur place dans la société. Alors, une des préoccupations de l'école aussi, c'est de faire que cette acquisition, cette transmission se fasse au moindre coût humain possible. D'où le rôle de tous les artefacts scolaires qui, par définition, reposent aussi sur la communication. Hein. Ce sont les exercices, les simulations, les manuels, les supports écrits, qui sont autant de représentations de la réalité et qui mettent par conséquent l'écolier, l'apprenant, à l'abri des dangers de la réalité. Il y a une mise sous protection, on va dire, de l'institution scolaire à travers l'école. Hein. Autrement, il y avait des manières assez classiques d'apprendre. C'est la manière d'aller au feu, tout simplement, et de s'y frotter, et par conséquent de subir les conséquences et les inconvénients et les dangers, d'être soumis aux dangers de la réalité. L'école est aussi une institution qui met les jeunes générations à l'abri, et parfois peut-être trop à l'abri. Enfin bon, ça c'est une question, voilà, qui se discute. Alors,
la dévolution de cette fonction à l'école s'inscrit dans une histoire qui est à la fois longue et courte. Longue parce que l'institution scolaire, on peut dire qu'elle remonte, moi je la fais remonter au Moyen-Âge, mais elle existe déjà dans l'Antiquité. Mais il faut dire que les jeunes qui vont à l'école dans ces périodes anciennes de l'institution scolaire sont pour l'essentiel des lettrés. C'est des jeunes issus des couches des élites, ou qui se désignent comme tels, ou qui sont dans cette position dans la société. Et puis, il y a la question des jeunes issus des couches populaires. Alors là, du coup, il faut bien prendre en compte le fait que l'obligation scolaire est une création, ça je l'apprendrai à personne ici, quand même une création qui nous renvoie à la fin du XIXe siècle. Donc l'obligation scolaire pour tous les enfants. On peut dire aussi que l'enseignement technologique se met en place en gros progressivement, mais commence à prendre un petit peu de consistance à la fin du XIXe siècle également. C'est notamment les écoles professionnelles, les écoles nationales professionnelles, hein, il y a quelques grands établissements, mais qui d'ailleurs dépendaient du ministère de l'Industrie, si ma mémoire est bonne. Peut-être que Yves, tu as des choses... C'était un débat, oui, pour savoir à quel ministère. Oui. Ça a d'abord été l'industrie, mais finalement, c'est devenu l'éducation. Mais après avoir été à l'industrie. Hein. L'instruction. Oui. L'industrie et le commerce. Et le commerce, oui. Ouais. Donc, mais ça prend sa place à la fin du 19e à peu près. Hein. Et puis, l'enseignement professionnel, c'est encore bien plus tard, puisque c'est quasiment en 45. Donc, on voit que l'institution scolaire, finalement, c'est très tardivement qu'elle s'intéresse à la formation des jeunes de toutes les conditions. Hein. Alors, en devenant un passage obligatoire, l'école impose la maîtrise des moyens de communication. D'ailleurs, lire fait partie, depuis toujours, hein, la lecture, c'était dans le trivium médiéval, comme un des éléments essentiels des apprentissages. Ça continue avec l'école qui se construit tout au long du XIXe siècle. Alors, lire, en fait, c'est quand même donner du sens au message, et c'est pas seulement donner du sens au message, c'est accéder à leur sens, c'est-à-dire ne pas se tromper sur le sens des messages. C'est-à-dire que la lecture, c'est pas simplement qu'une combinatoire ou que mettre une oralité sur des traces écrites. Alors les changements intervenus de nos jours dans les nouveaux moyens de communication peuvent poser de nouvelles entraves à cette maîtrise, alors que nous n'avons pas encore liquidé ce qu'on appelait, il n'y a pas si longtemps encore, l'illettrisme. L'illettrisme, je le rappelle, c'est pas le fait d'être analphabète, hein, c'est le fait de ne pas être capable de lire et de comprendre un message écrit simple ayant rapport avec la vie du lecteur. C'est important que cette dernière chose soit prise en compte, parce que autrement n'importe qui est analphabète sur un message qui concerne quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais ça renvoie bien quand même à ce que c'est que l'acte de lire. Ça veut dire que lire, c'est rapporter une signification à un message. C'est vraiment essentiel. Là, c'est peut-être une des choses qu'on n'a pas suffisamment travaillé dans l'acquisition de la lecture, c'est faire que la lecture évoque quelque chose auprès du lecteur. Hein. Alors, l'illettrisme,
on n'en avait pas fini avant que les nouveaux moyens de communication arrivent massivement dans notre société. On n'en avait pas fini, c'est-à-dire qu'on avait déjà, par rapport à des situations très classiques de communication utilisant l'écrit imprimé, des problèmes par rapport à la lecture. Mais vient s'ajouter là quelque chose qui est très nouveau, qui vient de la fracture numérique, c'est-à-dire qu'on a, avec l'arrivée des nouveaux moyens de communication, on a des pans entiers de la population qui vont être en difficulté par rapport à ce qu'on appelle la littératie informationnelle. Excusez-moi d'un mot qui est un peu nouveau. D'ailleurs, les dictionnaires des ordinateurs ne le connaissent pas, en français en tout cas. C'est un mot qui nous vient du domaine anglo-saxon, mais la littératie informationnelle, c'est le fait d'être incapable de tirer profit de messages qui peuvent être très divers, à la fois des messages imprimés, parce que l'imprimé continue toujours d'exister, mais aussi des messages qui existent sur les supports numérisés. Et avec une complexification considérable de l'architecture de ces nouveaux messages, je prendrai pour exemple une page web. La complexité de cette page avec les cadres multiples, les différents éléments qui, dans la page, peuvent servir, à condition qu'on le sache, les liens, les illustrations qu'on peut faire ressortir, etc. Bon, il y a une complexité d'organisation du message qui est extrêmement difficile à lire, même si le sentiment des lecteurs par rapport à ces messages est l'impression de voir quelque chose de facile. Et c'est doublement gênant parce que on a du coup là de la difficulté à faire croire, à faire comprendre à ces gens, ces jeunes, mais aussi des personnes plus âgées, bien sûr, que c'est compliqué. Parce que ça leur paraît très simple. Et justement, les formes sémiotiques qui sont utilisées essaient de gommer l'aspérité. C'est pour ça qu'on a inventé le mot de convivialité. Il faut que ça soit convivial, n'est-ce pas, C'est-à-dire que justement la difficulté soit gommée. Or, c'est précisément le problème. C'est que les difficultés sont gommées et du coup, la manière commune de voir ces messages, c'est de les voir comme des messages sans problème. Alors, je veux dire que les marchands de produits ne sont pas innocents dans cette affaire, puisqu'ils nous vendent les innovations technologiques comme autant de moyens de rendre facile tout ça. Alors qu'au contraire, ils ajoutent des couches supplémentaires. Alors, que ces ajouts puissent être parfois utiles, nécessaires, je ne veux pas le mettre en discussion. Simplement, ça fait partie, à mon avis, des choses qui doivent s'apprendre. Si on veut que les lecteurs deviennent des lecteurs actifs par rapport à ces documents. Et donc une formation pour tous, pour accéder à une culture de l'information, c'est-à-dire à une intelligence partagée des processus de communication qui nous concernent tous. Cette formation me paraît absolument indispensable. Alors c'est donc sur cet horizon que je voudrais placer cet exposé. Non pas que cette histoire serait écrite d'avance, mais aujourd'hui, ça fait en gros 70 ans que que les prémices de cette préoccupation de l'école, d'une démocratisation scolaire instituée, est en place, en tout cas déclarée. Dans cette histoire ouverte, la contingence de certaines
de certains choix, de certaines situations, de certaines évolutions. Elle est certaine, mais je crois que elle ne nous interdit pas de nous interroger a posteriori sur le sens de ce qui s'est accompli à travers donc ces choix qui progressivement ont construit une expérience collective. Et pour ça, il y a un certain nombre d'inscriptions matérielles dans des textes, des documents, des événements qui nous autorisent à y réfléchir et, j'espère, à faire science. Alors, je vais commencer par faire un exposé qui va situer l'école et l'information, enfin, l'information dans l'école. Je vais en venir de manière plus complète parce que je crois qu'il y a un destin un petit peu particulier là à situer. Ensuite, je vais passer à un exposé qui va examiner la question du rapport de l'école, enfin de la documentation avec la question des apprentissages. Hein, comment se construit dans la société scolaire française, on va dire, des années 50, 60 et jusqu'aux années 80, la question scolaire sur la documentation. Hein, là, il y a quelque chose qui se construit, on va essayer de voir les éléments. Et puis, on va dire que la création du CAPES va constituer une ligne de crête qui va nous faire passer de l'autre côté, et c'est là qu'on va arriver à un questionnement qui va tourner autour de qu'est-ce que c'est que les contenus d'apprentissage. S'il y a une intention de formation à la documentation, qu'est-ce que c'est que les contenus de formation? Qu'est-ce que c'est que ces contenus? Et comment on va les didactiser? Comment va se poser la question qui est la question à l'état actuel de la réflexion, c'est la question du curriculum en information documentation. Alors, l'école et l'information au XXe siècle, je crois qu'il faut revenir à un certain nombre de choses importantes. Hein. Les courants de l'éducation nouvelle, au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec le GFEN. Alors, GFEN, c'est une association créée par Henri Vallon et Paul Langevin. Il n'y a pas que. Il y a Gaston Mialaret aussi. Enfin, il y en a quelques autres. Hein, je ne vais pas tous les citer. Et puis, il y a aussi l'ICEM. Je crois que Freinet, c'est pas quelqu'un qui arrive comme ça, tout seul. C'est une relation très forte entre Freinet et la Première Guerre mondiale et les suites de la Première Guerre mondiale. Donc, il y a cette idée de renouveler la conception de la relation des élèves à l'apprentissage. Cette idée aussi, qui en est la conséquence, que la manière d'apprendre compte autant que les apprentissages visés. Donc, je me souviens de certains textes de Freinet où il mettait directement en relation ce qui s'était passé pendant la Première Guerre mondiale, la boucherie, et l'habitude d'obéissance qui avait été forgée dans l'école. C'est-à-dire que, bon, est-ce que tout est à rapporter ça? Je ne le pense pas, mais je crois qu'il y avait cette idée qu'on avait quand même préparé les jeunes à vivre cette boucherie et dans la résignation. Hein. Il y avait cette idée de rapprocher l'école de la vie réelle. Hein, une école un peu trop scolastique, et d'aller investiguer le réel, sortir de la classe et sortir de l'enfermement dans les manuels scolaires. Aller voir un petit peu, tout à l'heure j'évoquerai opposer le cru et le cuit, hein, bien un peu de cru, même si on n'abandonne pas tout le cuit. Hein, mais qu'on fasse un petit peu les deux choses. Et puis, faire de l'école un moyen d'appréhender la communication sociale par la réalisation de journaux scolaires, c'est classique avec Freinet, par l'utilisation de publications non scolaires, hein, la presse dans l'école, déjà,
les revues, les ouvrages qui ne sont pas des manuels scolaires, mais qui peuvent servir à alimenter des travaux scolaires. Et puis aussi la pratique des exposés. Alors, deuxième élément, sur cette école et l'information au XXe siècle, qui nous apparaît après la Seconde Guerre mondiale. Parce que là, on a un pouvoir qui s'instaure et qui est nouveau. Et qui est à la fois un pouvoir qui sort de l'occupation, mais par la libération. C'est pas tout à fait la même chose que la situation de 1900, de l'après-première guerre. Et bien sûr, ça porte un effet tout à fait évident quand on voit la création de la mission Langevin-Vallon. C'est-à-dire qu'on retrouve Langevin et Vallon qu'on avait vu à la sortie de la Première Guerre mondiale, mais alors du coup, là, ils sont missionnés pour élaborer un certain nombre de propositions pour faire que l'école issue de la résistance soit caractérisée par à la fois une démocratisation, un élargissement des publics. C'est le plan Langevin-Vallon qui parle, qui évoque de porter la majorité, enfin pas la majorité, l'obligation scolaire à 16 ans, hein, ce qui sera réalisé qu'en 59 par le premier gouvernement gaulliste. Donc, démocratiser l'école et puis la rénover. Et cela de la maternelle à l'université. Le plan Langevin-Vallon, il parle de la maternelle et il va jusqu'à la fin des études universitaires, jusqu'au doctorat. Hein. Et deuxième chose, qui est quand même un fait nouveau, c'est la triade former l'homme, le travailleur, le citoyen. Ça, c'est quelque chose de nouveau. On voulait bien former l'homme jusqu'à présent. Le travailleur, on ne le connaissait pas. Le citoyen, par implicite. Mais là, c'est quelque chose qui reviendra et qui va faire, qui va être comme la devise hein, du plan Langevin-Vallon. Et là, on a affaire aussi à un élargissement des publics scolaires dans le secondaire, qui va être consécutif. C'est-à-dire qu'on va voir à la fois des créations de lycées et de la création de nouvelles filières lycées. Alors, il y a une rénovation sous ces deux angles-là. Hein. Il y a d'abord la création des filières technologiques hein, qui se développent dans cette et qui va réaliser une première démocratisation scolaire, c'est-à-dire un élargissement des populations concernées par la scolarité secondaire. Ça, c'est un phénomène nouveau, hein, parce que la promotion des jeunes issus des couches populaires, avant, c'était le primaire supérieur qui l'assumait. Là, on est dans le secondaire. On n'est plus dans le primaire supérieur. Et puis, toujours cette idée de rapprocher l'enseignement de la vie réelle avec les sorties scolaires, avec l'étude du milieu. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, d'avoir été avec mon prof de géographie, prof de sciences naturelles, aller faire des sorties et pour étudier la faune, la flore, etc. Autour. C'était en même temps apprendre à connaître l'environnement immédiat. Hein. C'est aussi le développement des moyens audiovisuels, hein, de l'image aussi, de la photographie dans le cadre scolaire, et puis des publications, le rôle des publications non scolaires. Donc il y a tout ça qui se met en place et qui commence à monter dans l'école et dans le secondaire à la suite de ces gouvernements. Alors, l'intérêt porté à de nouvelles manières d'enseigner se heurte à la difficulté. Alors, pour les établissements, de fournir les matériaux de l'innovation. Pour les personnels, de s'approprier les outils d'une ouverture et de leur pédagogie. Il y a les deux aspects. On a à la fois des personnels qui ne sont pas préparés à ça, hein,
Et puis des établissements qui sont quand même des établissements qui restent bâtis, construits, conçus, avec des équipements qui datent de la première moitié du XXe siècle et qui renvoient à des conceptions de la formation, à des conceptions de l'enseignement qui sont quand même assez caricaturales et assez scolastiques de ce point de vue-là. Alors, le ministère entend impulser des changements. Et moi, j'ai trouvé trace, par exemple, d'une circulaire du directeur du second degré, en 1952, alors c'est donc une circulaire ministérielle qui est publiée au bulletin officiel, dans lequel ce directeur du second degré écrit qu'il faut éviter que l'étude d'une situation, là je passe le détail, je n'ai pas la place de le mettre, mais j'ai mis la citation complète dans mon texte, l'esprit ne les aborde dans un système rigide de pensée. Et il en conclut un petit peu plus loin, on comprend la place que ces méthodes d'enseignement doivent faire à la documentation dans toutes les disciplines. C'est la première fois que le mot documentation apparaît dans un texte officiel, à ma connaissance. Et ça, c'est un texte de 52. Ce texte va sans doute pas faire de grandes transformations. En tout cas, il va rendre sans doute patent la chose suivante, c'est que on ne peut pas innover sans créer des bases pour l'innovation, et que puisque l'exhortation n'a pas suffi, on va essayer de voir si la création de services de documentation dans les lycées ne va pas introduire un élément qui va permettre aux professeurs d'être plus dans l'utilisation d'une documentation vivante que dans le travail très académique sur les manuels scolaires. Donc l'inspection générale, c'est l'inspecteur Jacotin, crée au lycée Janson de Sailly de Paris le premier service de documentation, en voulant imiter ainsi ce que les grandes entreprises et les grands services issus de la reconstruction après la libération ont voulu créer. Ils ont voulu innover justement en créant des services de documentation qui étaient chargés de rassembler, de compiler de l'information un peu tous azimuts, mais dans le domaine d'activité de l'entreprise, afin de pouvoir nourrir les ingénieurs, les techniciens, de l'information dont ils pourraient avoir besoin pour recréer un système productif moderne. Et donc, il y a très clairement l'analogie établie par le directeur du second degré, dans son texte, cette mise en relation avec cette expérience de la reconstruction. Alors, cette documentation fait partie des nouveaux usages qui nous sont venus un peu d'outre-Atlantique, des États-Unis, puisque là-bas, la documentation était déjà une activité très présente dans les laboratoires et dans les entreprises. Des centaines de services de documentation vont se créer dans les lycées, mais l'effort n'est pas suffisant, puisque en 1975, c'est-à-dire en gros presque plus de 15 ans après, le rapport de l'inspection générale n'en compte encore que 25% des établissements qui sont dotés d'un service de documentation. Il faut vous dire que les choses, ça fait des centaines, mais ça fait quand même pas la totalité. Et la totalité, je vais vous le dire, on va l'atteindre avec les mesures prises par Rocard quand il est Premier ministre en 89, où il va, ou 88-89, à la suite d'ailleurs d'un mouvement de Seine-Saint-Denis, décider qu'on va avoir créé des CDI dans tous les établissements de France et Navarre. Il ne devrait pas en manquer un seul. Donc vous voyez, on aura mis jusqu'en 89 pour atteindre cet objectif. Progressivement, l'idée s'impose
Parce qu'au départ, ces services de documentation étaient réservés aux professeurs. Hein. C'était pour alimenter le travail des professeurs, la pédagogie professorale, mais ce n'était pas destiné aux élèves. Dans un premier temps, ça va être élargi aux élèves des grandes classes, notamment des classes préparatoires quand il y en a, ou aux élèves de terminale. Et puis ensuite, ça va s'élargir. Hein. Et l'idée, dès 69, il y a une recommandation architecturale pour la construction des nouveaux établissements qui fait bien apparaître un seul espace documentaire, alors que théoriquement, il y a des collections dispersées dans l'établissement. Il y a les cabinets d'histoire géo, de biologie, de sciences économiques, de STG, etc., qui ont des collections. Hein, il y a des collections physiques, il y a des... Bon, c'est un petit peu dispersé. Il y a parfois des bibliothèques d'élèves, pour les élèves. Il y a les bibliothèques de fond de classe, également. Hein. Et puis, il y avait ce service de documentation qui, lui aussi, disposait d'un certain nombre de collections. Donc, en 69, on donne comme instruction aux architectes de concevoir des établissements qui sont construits avec un seul espace documentaire censé réunir la totalité des collections. Je vous le dis tout de suite, je ne crois pas que ce soit encore réalisé. Hein, c'est-à-dire, dans les faits, les collections restent encore largement dispersées. Hein. Mais il y a cette idée d'une concentration avec un service de documentation bien identifié qui joue ce rôle d'irrigation par rapport à l'ensemble de l'établissement. Alors, je disais donc en 69, mais en 73, le ministre Fontanet décide de transformer les services de documentation, qu'on appelait aussi services de documentation et d'information vers la fin de la période, en centres de documentation et d'information, marquant ainsi l'idée que ce sont des centres qui sont donc chargés de rayonner à l'intérieur de l'établissement hein, et de diffuser l'information autour de la communauté, vers toute la communauté scolaire, donc à la fois les profs, et travailler avec les élèves. Cette dimension extrêmement importante parce que les élèves, ils sont quand même les plus nombreux dans l'établissement. Et à partir du moment où les élèves vont mettre, ou des élèves en tout cas, vont mettre les pieds au centre de documentation, ça va devenir leur espace et peut-être même en chasser les profs. Je crois qu'il y a un certain phénomène de chassé-croisé là, qui s'est manifesté à travers la présence des élèves dans les centres de documentation. Alors, on arrive vers la fin des années 70 et la réforme Haby. Bon, elle est votée en 75, elle se met en place à partir de 76. Et la réforme Haby, elle n'a pas l'air comme ça, mais elle va concerner directement les centres de documentation et d'information, parce que le collège unique révèle la discrimination scolaire. La massification du premier cycle, qui accueille de manière prétendument indifférenciée les élèves, rend visibles les signes de la discrimination scolaire qui est aussi sociale. Dans cette discrimination, les pratiques infodocumentaires jouent un rôle important. Le partage n'est pas égal entre les élèves qui maîtrisent culturellement, et sans doute parce que c'est acquis à l'extérieur de l'école, la lecture et les usages documentaires, et les autres qui en sont écartés. Là, je fais référence à l'expression, enfin au terme bourdieusien d'habitus, mais je crois que c'est le terme qui convient pour désigner l'absence dans l'habitus des jeunes couches scolarisées de la pratique de lecture. La question de l'échec scolaire devient centrale et s'exprime dans des pratiques culturelles qui sont inappropriées aux attentes explicites du collège. On suppose que les élèves, à partir de la 6e, maîtrisent la lecture. Or, on se rend compte que seule une minorité est en capacité de la maîtriser. C'est-à-dire une lecture qui tire profit en termes d'information et de connaissances de ces lectures.
Alors s'offre ainsi un chantier pédagogique majeur que ces enseignants qui sont devenus documentalistes, j'insiste sur cet aspect-là, parce qu'il se trouve qu'en France, les documentalistes, c'était des anciens enseignants. Hein, puisque avant qu'il y ait le CAPES, on recrutait parmi des enseignants, pour la plupart, les documentalistes. Ce sont donc des enseignants qui deviennent documentalistes et qui vont investir en grand nombre la tâche de traiter cette relation problématique à la lecture. Et pour cela, ils vont s'emparer de certaines expérimentations qui se sont développées sous l'égide de l'INRP dans les années 70. Alors notamment celle qui s'appellera plus tard le travail autonome et qui commence sous l'appellation le travail indépendant. Donc je vais m'appesantir un petit peu là-dessus parce que ça va jouer directement un rôle important dans la question de la relation de l'école et du document. Le travail autonome et le CDI. En 1973, au moment où les services de documentation deviennent CDI, au collège expérimental de Marly-le-Roi commence une expérimentation du travail indépendant, qui va s'appeler, 2 années après, qui va devenir travail autonome. L'idée de ce travail autonome, c'est qu'il faut apprendre aux élèves à travailler en autonomie, ce qui ne veut pas dire seul, hein, mais acquérir suffisamment d'autonomie dans leur pratique de travail pour acquérir justement cette liberté qui est quelque part l'idéal visé par former l'homme, le travailleur, le citoyen. Hein. Le citoyen, il doit être non pas tenu en laisse, mais autonome. Donc, à Marly-le-Roi, il est créé un centre d'autodocumentation, hein, le CAD, où les élèves sont non seulement invités à travailler sur des documents, qu'ils soient scolaires ou non scolaires, là il y a un fond documentaire assez large, mais aussi reçoivent une formation documentaire qui est distribuée, qui est faite par des documentalistes en poste dans l'établissement. J'ai dit des documentalistes, c'est important, parce que à ma connaissance, je crois qu'il y en avait 3, et c'était pas trop pour pouvoir encadrer le travail qui se faisait au CDI avec les élèves. Le résultat de cette expérimentation sont rapidement connus et nourrissent une réflexion sur l'importance de la connaissance des outils documentaires et des sources d'information dans les apprentissages conçus selon les principes d'une pédagogie active, répondant aux intentions de Vallon ou de Freinet. Pédagogie active, c'est-à-dire une pédagogie dans laquelle l'élève est actif. C'est-à-dire que son activité est vraiment requise pour apprendre. Alors, voilà, donc là, je peux en témoigner. À l'époque, dans les réunions de documentalistes, cette dimension du travail qui se faisait au centre de Marly-le-Roi était très, très, très connue et très commentée. Hein. Et eh bien, c'est dans ce contexte, vous voyez, 76, 78, que la FADBEN tient des journées d'études à Port-Mort, dans l'Eure, à laquelle j'étais d'ailleurs, d'où sortira un manifeste alors la FADBEN, c'est l'association de spécialistes des documentalistes de l'éducation nationale. Hein. Sortira un manifeste qui s'intitule la documentation, discipline nouvelle, point d'interrogation. Point d'interrogation est un petit peu, on va dire, une affaîtrie ou une petite coquetterie. En fait, c'est une affirmation, même si on ajoute le point d'interrogation pour essayer d'atténuer l'effet choc que ça peut avoir sur certains récepteurs de cette information. Dans ce manifeste, il est clair que le documentaliste est devenu un pédagogue. Et bien entendu, c'est un pédagogue qui est en charge d'une responsabilité de gestion d'un centre de documentation, mais qui comporte en même temps une responsabilité de prise en charge de la formation des élèves. Donc il y a cette double mission, une expertise recherchée dans le domaine de la gestion documentaire et aussi
une capacité de former les élèves à l'utilisation de ces ressources de manière intelligente. Et donc, pour cela, une posture pédagogique. Donc, une fois ça franchi, je crois qu'on est on est passé à l'étude de la fabrication d'un métier. Et c'est là ce qui justifierait mon titre, l'émergence d'un métier, parce que on a déjà vu les choses se faire là, mais je crois qu'on va voir les choses se concrétiser dans cette fabrique. Donc, la profession s'invente dans les incertitudes d'une activité pratique que l'éducation nationale s'est révélée incapable de normer. Ça, c'est un phénomène qui va rester. On peut dire qu'encore aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale est incapable de dire ce que doit faire un professeur documentaliste quand il forme les élèves. Non seulement il est incapable, mais je crois même qu'il refuse de lui voir faire ça, même s'il recrute pour ça des professeurs documentalistes. Ça, c'est pas qu'un paradoxe. Donc ça, c'est une donnée structurelle, et c'est une donnée qui va marquer toute l'histoire. Pendant toutes ces périodes-là, tout ce qui va se faire en grande partie contre les atermoiements, les non-réponses, les refus discutés de l'administration, et plus que de l'administration, même des ministres. Donc il y a bien une brève circulaire en 1977 qui va reconnaître le rôle pédagogique, c'est dit, hein, ils ne s'embarrassent pas, ils le disent, mais il n'y a pas de contenu. Un pédagogue sans contenu. Voilà. Donc cette circulaire de 1977, elle a des mérites. Hein. D'abord, elle dit ça, que le documentaliste est un pédagogue. Elle dit aussi qu'il faut en tirer des conclusions sur le service. Le service de l'enseignant documentaliste va être fixé d'une certaine manière qui fait qu'il a du temps. Le principe est posé qu'il ait du temps pour faire son métier de documentaliste. Bon, c'est loin d'être suffisant. Il faudra sans doute que les choses soient revues. En 86, j'en parle un petit peu là maintenant, une autre circulaire de mission qui, elle, sera plus longue, va bien développer, confirmer le rôle pédagogique du documentaliste, mais sans lui donner non plus de contenu. Hein ? Et ce sont que des circulaires, tout ça. C'est-à-dire des textes réglementaires qui sont de faible niveau. Il faut aussi le souligner. C'est pour ça que ces circulaires de mission, c'est pas la panacée, hein, et que il faudrait d'autres textes beaucoup plus forts. Hein. Je signale que les programmes ce sont des arrêtés ministériels qui les fixent, et pas des circulaires. Voilà. Donc, la profession, bien, puisque le ministère est défaillant, elle prend les choses en main. Alors, il y a un début de formalisation réfléchi qui se fait jour en 79-80, puisque cette année scolaire-là, on constate la publication de quatre ouvrages, 4 manuels, entre autres, dont certains relativement copieux, dédiés à l'utilisation pédagogique d'un centre de documentation et d'information. Et je voulais signaler la publication chez Hachette d'un ouvrage de Brigitte Chevalier, qui fera parler d'elle par la suite, dans d'autres conditions, mais sur le même sujet, qui s'intitule « Méthodologie d'utilisation d'un CDI ». Donc, Brigitte Chevalier, elle était documentaliste au Collège République de Bobigny. Hein. C'est quelqu'un qui va compter dans la profession, parce qu'elle va ensuite jouer d'autres rôles, j'y reviendrai. Donc, voilà, ça veut dire que si les éditeurs décident, cette année-là, de faire ces publications, c'est qu'il se passe quelque chose quand même. Hein. D'autant que ces bouquins, notamment celui de Brigitte Chevalier, c'est pour ça que j'en parle de celui-ci particulièrement, il va être réédité. Il va servir pendant longtemps. Hein. En 82,
Dans le cadre de la mission instaurée par Alain Savary concernant la formation continue des profs, et qu'il confie à André de Peretti, il y a un module qu'on appelle le module 3, qui s'intitule « Utilisation des ressources documentaires et conseils méthodologiques ». Alors, on pourra discuter le détail des termes. Conseil méthodologique, bon, et ça a des relents qui peuvent ne pas plaire. Simplement, il y a bien l'affirmation, d'abord, qu'il y a besoin de former des gens, de les former à l'utilisation de ces ressources documentaires et de l'utilisation et de faire l'utiliser ces ressources dans les démarches pédagogiques qu'ils utilisent, qu'ils mettent en place. Et puis, il y a cette idée du conseil méthodologique qui est censé fournir des instruments un peu rationalisés pour exploiter différentes ressources. Alors, parmi elles, les ressources documentaires, mais également d'autres ressources dans l'accomplissement d'un certain nombre d'exercices, la prise de notes, toute une série de choses. Mais là encore, on est encore sur des questions d'analyse de l'information. La prise de notes, c'est comment réduire un texte d'une certaine dimension à une autre dimension. C'est l'activité résumante. Hein, on est bien là dans l'analyse de l'information. Alors, ce module, il va être conçu sous la forme d'un module à démultiplier, c'est-à-dire qu'il y a dans toutes les académies, il y a un module national, et puis dans toutes les académies, il y a une équipe locale qui fait la démultiplication de la formation dans ce module. Donc on a affaire à un truc qui va concerner toutes les académies et dans lesquelles les enseignants documentalistes de l'époque vont s'investir fortement. Hein. Et je crois que, je ne sais pas quels ont été le sort des autres modules créés par De Peretti dans sa mission. En tout cas, celui-ci, je peux vous assurer qu'il a bien marché parce que les personnels s'en sont emparés. Alors ça se déploie dans tout le pays. Il ne concerne pas que les documentalistes, puisque pratiquement le principe c'était qu'il y ait dans chaque... Il y a un binôme de profs et un prof et un doc. Hein. Donc il n'y a pas que des profs, il n'y a pas que des docs, il y a les deux. Hein. Mais il y a un investissement très fort des documentalistes dans le système. Alors c'est le premier point. Le deuxième point qui se passe à ce moment-là, au moment de la fabrication du métier, c'est que ce module va un peu organiser la réflexion sur la pédagogie documentaire, comme on disait à l'époque. Hein. Et elle va l'organiser sous un nom qui va rester très longtemps marqué, qui va marquer pendant très longtemps le métier, la conception de la pédagogie des enseignants documentalistes, c'est les étapes de la recherche documentaire. Ça va durer au moins 15 ans comme expression consacrée pour caractériser, pour résumer le travail pédagogique que les enseignants documentalistes vont accomplir. Alors, c'est une démarche de type praxéologique, parce que qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qu'on a fait, hein, et comment les choses se passent. On est dans une conception un petit peu behavioriste, hein, mais les éléments, on va dire l'instrumentation intellectuelle de cette analyse, elle vient de la pédagogie par objectif. Bon, ils n'ont pas inventé la poudre, mais ça va avoir quand même un mérite. Moi, je ne suis pas un partisan de la PPO, mais là, j'observe qu'elle a servi. Elle a servi parce qu'elle a permis de formaliser en termes de capacité, compétences, savoir-faire, mais elle a permis de décrire ce qui se passait, d'essayer d'y voir clair dans la formulation des expériences passées et dans la manière de la transmettre et de l'organiser, et de voir qu'il y a des problèmes d'évaluation à poser, il y a des problèmes de prérequis, il y a toute une série de choses qu'il faut
pensés pour pouvoir concevoir ces systèmes, ces dispositifs de formation. Donc, et puis ça va mettre l'accent sur l'évaluation, parce que c'était peut-être le point noir des démarches anciennes. Alors les étapes de la recherche documentaire vont durablement constituer l'expression la plus achevée de la conception qui prévaut à l'époque, et elle va, pourquoi? Parce qu'elle va essayer de penser l'ordonnancement des différents éléments qui vont constituer précisément les étapes, hein, les questions d'antériorité. Alors ça va devenir quelque chose d'épouvantablement fermé et verrouillé, hein. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on va finir par en sortir, parce que ces étapes sont immuables, et en fait, on se rend compte que c'est pas exactement comme ça que ça se passe, hein. Mais elle a servi, et c'est ce que je voulais. On est dans l'émergence, hein, d'un métier, et il a trouvé ça comme moyen pour le penser, pour se penser. Alors, ce travail, il va se trouver socialisé, hein, par notamment l'intermédiaire de l'activité de l'association de spécialistes qui, à travers des stages, des séminaires, des universités d'été, des publications internes, va mobiliser la profession sur le sujet, hein. Là aussi, le module 3 aura fini de vivre sa vie ordinaire, que la FADBEN aura pris le relais et va continuer, et de manière extrêmement décentralisée, hein. Donc on est bien là dans la fabrique, hein, dans l'auto-fabrique. Alors, je voudrais m'attarder sur ce que j'appelle l'art de la contrebande. L'art de la contrebande, vous voyez bien que la situation, elle se passe comme ça. Elle est la suivante. Vous avez des enseignants documentalistes qui sont documentalistes et enseignants, mais qui n'ont pas de classe. Pour avoir des classes, il faut passer par le truchement d'un professeur d'une discipline ou de plusieurs disciplines. Et donc, on va essayer de faire de la formation documentaire en contrebande. C'est-à-dire essayer de négocier avec ces enseignants des espaces d'intervention dans la classe, avec la classe, au CDI, pour essayer de mettre en place des formations à la documentation. Et c'est bien entendu quelque chose, c'était la seule manière disponible, puisqu'il n'y avait pas d'allocation horaire pour les professeurs documentalistes, mais en même temps, c'est quelque chose qui crée un certain nombre de difficultés, parce que en fait, le professeur documentaliste, il est hétéronome dans cette affaire. Il est quand même obligatoirement lié à un partenariat avec un professeur d'une discipline avec lequel il va négocier ce qu'il va faire. Et le professeur de discipline, il peut ne pas être d'accord parce que lui aussi, il a ses objectifs, et ses objectifs qui sont légitimes aussi, hein. Donc là, il y a des choses qui sont... et donc, il y a toute une espèce de contrebande là, qui va se faire. Je te passe ça, tu me fais ça, etc. Et on a l'impression que ces choses-là se passent de manière un petit peu souterraine, hein. Et c'est pas clair en tout cas. Et bien entendu, comme ça passe par un partenariat, eh bien, chaque situation est singulière. Et on peut dire que les choses se passent de manière assez diverse un petit peu partout, et de manière très différente. Ce qu'on peut dire, c'est que cette situation va pousser les organisations, enfin l'association de spécialistes, à essayer de donner un petit peu de cohérence à tout ça, et de réfléchir à des référentiels documentaires qui vont être discutés entre collègues. Alors là, il n'y a plus de professeurs, on est entre documentalistes, hein, et il n'y a plus de professeurs, donc il n'y a plus cette hétéronomie. Mais il y a quand même un travail de réflexion qui va essayer de
de mettre ça, de systématiser ça, de le penser, de lui donner de la cohérence. Alors, on a un certain nombre d'éléments d'une théorie de l'apprentissage, mais là, il va falloir sans doute passer à d'autres manières de penser. Mais cette contrebande, elle a été, je dirais, quelque chose de permanent. Alors, la fabrique du métier, ça va se terminer, je dirais, sur la création du CAPES de documentation. Alors là, c'est une demande qui est ancienne, dans la profession. Il y avait eu un projet de statut qui n'était pas un statut de certifié, c'était un statut calqué sur celui des conseillers d'éducation et conseillers principaux d'éducation, qui a avorté pour des raisons... parce que ce n'était pas le projet que recherchaient les enseignants, et puis les affaires financières du ministère de l'Éducation nationale et les finances trouvaient que ça coûtait trop cher. Donc... il est mort de sa belle mort, ce projet de conseiller de documentation et conseiller principal de documentation. Donc, c'était une revendication très ancienne des personnels. Et il finit par se créer, donc, en 84, 86, on était presque arrivé à faire accepter au ministère l'idée qu'on allait recruter les documentalistes par un CAPES. Ensuite, l'alternance fait que les choses plongent. Le nouveau ministère y réfléchit à nouveau, met en place, nous montre, j'ai eu l'occasion de voir le texte, j'étais avec Monique Veillat à ce moment-là, dans le bureau du directeur des personnels enseignants. J'ai vu, mais il n'est pas sorti de ses mains à lui, il est sorti des mains de Jospin en 88. Donc la première session du concours a lieu en 90, si ma mémoire est bonne. Il est créé en 89. Ce qui se passe, c'est qu'avec le CAPES de documentation, il va se passer un phénomène intéressant. C'est-à-dire que la définition des apprentissages, là, elle devient nécessaire parce que on a un concours à préparer. Et que dans ce concours, il va y avoir des épreuves qui sont notamment l'épreuve de la certification de l'épreuve de... l'épreuve pratique, il va y avoir une leçon à faire devant des élèves. Donc c'est paradoxal parce que le ministère ne dit pas ce qu'il faut apprendre, mais on va quand même vérifier la capacité de faire apprendre des profs qu'on recrute. Enfin bon, on n'en est pas à une contradiction près. Donc au cours des années 90, on va s'éloigner de cette conception behavioriste de la pédagogie par objectif, pour approcher une démarche plus constructiviste, d'abord avec Piaget, puis on finit même par parler de Vygotsky. Alors les pratiques documentaires, on en prend compte, on en prend la conscience, en effet, ne saurait se résulter pour les élèves d'une simple mise en présence de systèmes d'information, documentation, quelle que soit leur qualité et je dirais le caractère moderne, performant. À l'époque, on met l'accent sur justement mettre dans les CDI des logiciels documentaires qui soient les meilleurs possibles, qui soient bons, etc. Mais ça suffit pas. Ça suffira pas. Car le problème, c'est que ces systèmes ne répondent que si on sait les interroger de manière experte. Et donc là, il y a une expertise à faire acquérir par les élèves sur lesquels il n'est pas question de transiger. Donc, il y a là la nécessité de dépasser
le raisonnement en termes de compétences, de savoir-faire, c'est-à-dire d'observation comportementaliste, on va dire, hein, pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça qui supporte et qui soutient la compréhension de ces opérations. On est là dans une autre conception de l'apprentissage. Et ça, cette dimension-là, elle va apparaître au niveau du concours, parce que là, il va falloir effectivement que les candidats, aussi bien aux épreuves écrites que dans les épreuves pratiques qui suivent dans la deuxième année, eh bien, ils soient capables de procéder à ce travail d'analyse. Donc, il va falloir s'atteler à la question de la conceptualisation des pratiques pour permettre aux élèves d'être dans une logique de compréhension de leurs actes. Alors, ce que représente le CAPES, donc avec la création du CAPES en 89, puis des UFM en 91, l'affaire va prendre une nouvelle dimension. Maintenant que la question statutaire et de carrière sont en gros réglées. Le détail, c'est pas tout à fait pareil. Mais les épreuves du concours poussent vers une définition beaucoup plus rigoureuse, et on verra d'ailleurs les épreuves du concours changer petit à petit, avec un certain décalage, hein, pour prendre en compte de manière plus complète la réalité des compétences et de la qualification exigée. Elles donnent à voir aussi un ensemble de contenus de formation, car c'est quand même un CAPES, donc il y a des savoirs à contrôler. Et là, on va avoir aussi un affermissement des notions, des concepts et de la maîtrise de certains gestes techniques qu'on va demander aux candidats. Et ça va avoir un effet miroir ou peut-être vis-à-vis de ce qu'on va rechercher à faire vis-à-vis des élèves. Hein. Et puis, bien entendu, il y a la séquence pédagogique, hein, qui est le passage obligé dans le parcours de formation et sur lequel les stagiaires vont être titularisés. Hein. Alors, maintenant, on est dans la phase proprement parlée de didactisation. C'est-à-dire que là, on va prendre... on était dans la didactisation avant, mais on ne l'y était pas de manière... On le faisait sans le savoir. Là, on est en train de penser les choses comme la nécessité de penser hein, l'acte d'enseignement en information documentation. Donc la première chose qui apparaît comme nécessité, c'est de dépasser le paradigme du savoir-faire documentaire. Les contenus d'apprentissage doivent être déclinés aussi en termes de savoir, d'information, documentation. Qu'est-ce que c'est qu'une source? Qu'est-ce que c'est qu'un journal? Qu'est-ce que c'est qu'une requête documentaire? Qu'est-ce que c'est qu'un opérateur booléen? C'est des choses qui sont nécessaires si on veut maîtriser ces actes-là, qui sont des actes ordinaires, dès qu'on se confronte à des systèmes d'information. Hein. Et c'est des choses dont n'importe qui, quel qu'il soit, est amené à avoir besoin dans l'exercice de la vie la plus ordinaire. Ou alors de ne pas comprendre ce qu'il fait. Alors ça, c'est un deuxième problème. On peut choisir de ne pas comprendre. Mais c'est quand même une ambition scolaire de permettre l'accès à la compréhension des actes de recherche d'information ou de travail sur l'information, d'exploitation de l'information. Donc, l'acquisition de ces savoirs exige que les élèves accèdent progressivement à une connaissance, je dis théorie peut-être, mais est-ce qu'il n'y a pas des éléments, on va dire des degrés dans la théorie, hein? Il me semble que c'est peut-être comme ça qu'il faut le prendre. La connaissance des médias, des processus d'information, des instruments, qui sont des instruments matériels ou symboliques, qui font fonctionner la médiation documentaire.
L'identification de ces savoirs a été entreprise par divers auteurs, j'en suis l'un d'eux, dans un article que j'ai publié en 1997 dans la revue Spirale. C'est dans la bibliographie elle nécessite la poursuite d'un travail de réflexion critique sur l'épistémologie de ce nouveau savoir scolaire. Je pense que les savoirs scolaires doivent être confrontés à une analyse épistémologique. L'épistémologie, ce n'est pas simplement du savoir savant. Il y a aussi à exercer une sagacité épistémologique sur les savoirs scolaires, sur leur cohérence, sur la manière dont, à travers les savoirs scolaires, on tord un petit peu les savoirs savants pour les rendre accessibles. Mais il faut le savoir. Il faut l'identifier. Il y a donc une épistémologie là à élaborer au niveau des savoirs scolaires. Hein. Pas simplement des savoirs savants, puisqu'on renvoie la plupart du temps l'épistémologie à une démarche savante. Mais là, je crois que quelque part, on vise à donner aux élèves, à transmettre aux élèves une capacité épistémologique au niveau qui est le leur, à ce niveau-là, bien sûr. Mais il me semble que c'est important. Donc, il y a là tout un travail d'identification. Et, bien sûr, on peut prendre au sérieux les intentions affichées sur l'éducation à l'information, par exemple, à travers les médias, bien sûr, à travers le B2I aussi. Mais je crois que c'est pas suffisant. Parce que le B2I est largement dans une conception très comportementaliste. Hein. Il me semble que, y compris d'ailleurs dans ces systèmes d'évaluation qui reposent beaucoup sur l'auto-évaluation, je ne suis pas sûr que les élèves soient amenés à avoir cet éveil au processus qu'ils mettent en œuvre, à la compréhension de ces processus pour pouvoir être certifié B2I. Donc, les contenus d'apprentissage qui sont avisés appartiennent, selon moi, à des registres différents. Et si on ne les distingue pas, si on ne travaille pas ça, on va vers la confusion. Alors, maintenant, il y a nécessité de didactiser. Est-ce qu'il faut les enseigner? Alors, pour le ministère, c'est non. Il n'y a rien à faire, puisque même quand il a fait mine d'en discuter, c'était en fait pour ne pas en discuter. Hein. Pour les enseignants documentalistes, la réponse est beaucoup plus difficile, parce que certains ont de la peine à se situer et à identifier leur position par rapport au savoir. Et tout dépend surtout des partenariats dans lesquels ils sont obligés de se glisser. Alors, pour nous, je crois qu'il faut travailler cette perspective de devoir les enseigner. Et on sait aussi que, par ailleurs, de bonnes pratiques documentaires et d'information indexent les parcours scolaires et universitaires réussis. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut citer l'expérience qui a été conduite à Paris 8 par Alain Goulon, avec des étudiants de cette université qui a quand même des caractéristiques bien particulières. Il faut savoir qu'un tiers des étudiants de cette université arrivent avec le baccalauréat professionnel. Et qu'il a fait un travail sur la longue durée. Hein. C'est un travail qui s'étale sur plus d'une dizaine d'années, avec des étudiants auxquels on proposait une option documentation inscrite dans le parcours de leur discipline, c'est-à-dire que ce n'était pas de la documentation comme ça à rajouter par-dessus, c'était de la documentation en relation avec la discipline dans laquelle ils étaient inscrits. Et où il était même surpris dans les résultats que l'effet était si durable. Si durable, c'est-à-dire qu'on retrouvait les effets de cette formation documentaire qui permettait aux étudiants de réussir de manière très significative et que cet effet durait jusqu'au doctorat. On retrouvait les effets. Donc il a fait un travail
d'analyse pour voir s'il n'était pas victime de biais, etc. Et non, c'est clair, il y a un effet très 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 clair, et c'est pour ça qu'il a rattaché ça au métier d'étudiant. Et il se trouve que la notion de métier d'élève a été utilisée par Pernoud. Et c'est d'ailleurs en faisant cette comparaison que je suis arrivé à la notion de curriculum, personnellement, parce que justement, Pernoud met en lumière, Philippe Pernoud met en lumière cette chose, qu'il y a un certain nombre d'éléments qui appartiennent à des curriculums cachés, c'est-à-dire qui sont nécessaires pour réussir, mais que nul n'exprime explicitement. Et j'ai tendance à penser que la documentation, la pratique documentaire informée est un élément du métier d'élève. Et que nous gagnerions énormément à l'inclure dans la formation des élèves, et ça les aiderait sans doute à réussir. Alors maintenant, eh bien, on est en marche vers un curriculum infodocumentaire. Je suis à la fin, là. Le défaut d'instruction officielle ayant rang de programme continue toujours, hein, mais j'insiste sur le fait qu'il n'y a que l'État qui soit en capacité, en tout cas en France, et en tout cas de mon point de vue, d'énoncer des attentes en termes d'obligations concernant la formation. C'est la responsabilité de l'État d'énoncer ces savoirs à enseigner et de permettre donc à la communauté de ensuite les mettre en œuvre. C'est le cas de toutes les disciplines dans notre pays. Il n'y aurait que la documentation qui y échapperait. Hein. Donc, première chose. Cette absence prive les professeurs documentalistes de leur droit de bénéficier d'un ensemble cohérent de contenus et de situations d'apprentissage. Ça, c'est la définition du curriculum, hein, qui ouvrirait la voie vers la liberté d'imaginer, de concevoir les moyens, de faire que les élèves puissent acquérir cette culture de l'information. Et c'est pour cela que l'élaboration d'un curriculum en information documentation est un passage obligé. Voilà. Donc, je passe sur la notion de curriculum parce qu'implicitement, j'en ai parlé. Donc, c'est cette organisation d'un parcours pensé, articulé initialement. Alors, les effets qu'on en attend en information de documentation, eh bien, c'est permettre de clarifier les idées en ce qui concerne la didactisation, transformer les objets qu'on aura identifiés comme devant être appris pour les rendre enseignables. Là, c'est élémentaire tout ça. Organiser des itinéraires des élèves afin que les contenus enseignables deviennent effectivement enseignés. Là, on est sur la conception des situations d'enseignement et d'apprentissage. Et puis donc prendre en compte dans les situations d'apprentissage la nécessité de conduire les élèves à la conceptualisation, c'est-à-dire le moment où justement ça va se transformer, les pratiques peuvent se transformer en savoir, en connaissance. Eh bien, quelque chose à signaler qui montre, là, je vais passer rapidement là-dessus, mais ça me paraît important. En 2003, se tiennent des assises nationales pour l'éducation et l'information. Et il va y avoir des conséquences à ces assises. Donc ces assises, j'ai fait partie du comité d'organisation. C'est le ministère de la Recherche qui va les abriter, c'est pas le ministère de l'Éducation nationale, hein, encore une fois. Les participants viennent de partout, il y a 130 ou 140 personnes là, qui viennent, il y a même des gens de l'étranger. Bien entendu, le silence ministériel va résonner très fort dans ces assises. Et ces assises vont se centrer justement sur la demande d'un curriculum, d'étude d'un curriculum en infodoc. Cette affaire, elle est en grande partie réglée au niveau de l'enseignement supérieur, parce que les universités disposent de moyens pour
penser des enseignements. Bon, donc, il y a déjà des choses là qui sont mises en place, déjà à l'époque. Ça a été déjà mis en place. Mais dans l'éducation nationale, il y a un verrou, c'est le ministère. Alors, l'une des conséquences de cette RT, c'était le lancement, enfin de ces assises, c'est 2 ans après, l'équipe qui avait fait les assises a répondu à un appel d'offres concernant une RT, donc une équipe de recherche technologique en éducation, et on a déposé un projet qui s'intitulait « Culture de l'information et curriculum documentaire ». Là, du coup, vous voyez, c'est carré, c'est fort. Hein. Cette équipe de recherche, elle était rattachée, elle a eu son habilitation en mai 2006. Elle a été rattachée à l'île 3, au laboratoire Géricault, et avec la collaboration du laboratoire civique de Rouen. Un nombre important de doctorants y a participé. Il y a eu 12 équipes qui ont travaillé dans cette équipe, 12 équipes locales qui ont travaillé dans cette équipe nationale. Et les actes, on a tenu un colloque en 2008 et les actes ont été publiés en 2010. Hein, donc, été publiés par les presses de l'ENSIB à Villeurbanne. En 2010. Donc là, il y a un certain nombre de travaux qui ont été conduits, qui ont abouti à des réflexions et à des propositions. Et j'ajoute également les 12 propositions pour l'élaboration d'un curriculum infodocumentaire qui émanent du groupe de recherche sur la culture et la didactique de l'information qui est abrité par l'Urfist de Rennes. C'est là que j'étais au mois d'octobre. Hein. Effectivement, il y a donc des équipes là qui continuent de travailler dans plusieurs universités. On peut dire, il y a Lille, bien entendu, il y a Rouen, il y a Rennes, il y a Bordeaux, il y a Marseille. Bon, il y a toute une série d'équipes là, de laboratoires qui mouillent leur chemise là-dessus à l'heure actuelle. Hein. Donc, vous voyez, mais c'est toujours... on est toujours dans la contrebande, finalement. Alors, je voulais faire un petit passage sur la relation avec les syndicats. Dans cette période où se déroule cette histoire, il n'est pas envisageable de se poser la question, de ne pas se poser la question du positionnement syndical. On a vu très présente l'association, la FADBEN, l'association de spécialistes, mais c'est bien normal. Les organisations syndicales ont été consultées à certains moments, encore que depuis une bonne dizaine d'années, le ministère évite de nous consulter trop tôt, en tout cas. C'est toujours à la dernière minute qu'on nous cite à venir donner notre avis, quand on n'essaie pas de le faire complètement en nous évitant. Alors, dans la période cruciale de la discussion de 84 à 89, qui aboutit à la création du CAPES, mais aussi à la deuxième circulaire de mission dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui ne fait pas d'innovation particulière, hein, cette circulaire. On peut dire qu'il n'y a que le SNES et le SNALC qui ont appuyé le projet de CAPES. Alors le SNALC, c'est quoi, des poussières. Le SNES, c'était quand même la part importante. Hein. Les autres syndicats de la FEN, le SNI, le SNETA, le SNB, Syndicat national des bibliothèques, étaient contre. Et même farouchement contre. C'est pour ça d'ailleurs que ça a mis tant de temps à sortir. Le SGEN, CFDT aussi, et la CGT et FO. Alors vous voyez, concernant le SNES, c'est vrai qu'il n'a pas mégoté son énergie pour ça. Hein, des stages syndicaux, nationaux, académiques, des initiatives publiques, des conférences de presse, des manifestations en travers de la rue de Bellechasse ou dans les proximités du ministère, des pétitions multiples, des demandes d'audience ministérielles auprès du cabinet, etc., des démarches auprès de l'inspection générale, n'est-ce pas Jean-Pierre? T'en as connu. La culture... et la culture des relations avec l'association de spécialistes, car je crois que ça nous a permis d'aboutir aussi à des résultats. Alors, au total, l'autorité ministérielle, malgré, et ça c'est ma conclusion, hein, malgré le relais de courroie de transmission que furent certains membres des corps d'inspection, mais parfois à leur corps défendant, parfois à peine convaincu, à peine consentant,
elle a joué un rôle important pour mobiliser et relancer, après parfois quelques périodes de désarroi, le travail d'approfondissement de cette intervention des personnels. Leur rôle qu'ils ont, celui de ceux qu'ils ont reconnus comme leur porte-parole dans cette construction, était irremplaçable. Je me permettrai de citer la coopération qui s'est établie de fait entre la FADBEN et le SNES, et qui a été décisive pour que la circulaire de mission, puis la création du CAPES, voit enfin le jour. Voilà, c'est une force qui a compté. Je crois que ce qu'il faut voir au bout du compte, c'est que cette légitimité, elle ne se décrète pas, elle se construit, et c'est toute l'histoire de cette profession qui s'est reconnue dans la construction de ce projet professionnel. Et là, je veux dire que c'est pas le ministère qui nous l'a octroyé, c'est nous qui l'avons conquis.